Notre invité est Sapin Wende Jules Tapsoba, économiste au Fonds monétaire international. À nouveau, bienvenue. Merci, Innocent Soulana. Je rappelle que vous l'avez souvent vu sur nos antennes sur les questions économiques. Nous avons profité donc de son passage en vacances donc, au Burkina pour enregistrer donc une série d'émissions. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la question donc, de la transition, disons l'économie de la transition, si l'on peut effectivement donc titrer cette émission comme ça. Alors, vous, quel regard vous portez donc sur cette économie-là? Ça fait maintenant une année, bientôt, que le Burkina Faso est engagé donc dans une transition politique avec toutes les implications, surtout sur l'économie. Tout à fait, merci. Alors, la transition, quel bilan nous faisons dans la balance positive? Voilà un pays qui avait connu une croissance intéressante avant les événements. Et il y a eu le 31 octobre, il y a eu un coup d'arrêt. La croissance a décroché, on a faibli. Mais malgré tout, malgré ce choc systémique, le pays a pu se relever. On a eu les institutions qui ont fonctionné. On a eu l'administration qui a fonctionné. On a eu un régime qui a été mis en place rapidement. Cela, ailleurs, n'a pas fonctionné. On a vu des pays qui se sont écroulés. Donc, globalement, cela témoigne que nous avons une certaine force, une certaine richesse, qu'est la qualité de l'administration centrale, la qualité de nos élites. Donc, déjà, ça, il faut reconnaître comme crédit. Aujourd'hui, 2015, nous sommes en train de parler de croissance de 5%, presque proche de ce qu'on avait avant. En 2013, 6%. En 2016, on reprendra. En même temps, cette transition aussi a initié certaines réformes qu'il faut reconnaître. Il y a le code minier qui a été révisé. Il y a le délit d'apparence qui a été voté. Et en même temps aussi, nous avons les états généraux de la justice. Donc, toute cette gouvernance institutionnelle est mise en place. Et il y a une commission de réflexion sur les réformes qui a été mise en place. Donc, l'institutionnel suit. Et en même temps, c'est ce gouvernement-là encore qui a lancé le programme d'urgence socio-économique. Donc, voilà un peu des éléments qu'il faudrait plutôt mettre en exergue. Malgré ce choc systémique-là, qui a eu un changement profond de régime, nous nous sommes retrouvés avec une élite qui a pu reprendre le dessus et qui est en train de conduire le pays à des élections qui seront bien faites, à ce que je vois pour le moment. Et donc, c'est un peu ça. Le bilan de la transition, pour moi, il est positif. On aurait pu connaître pire. Justement, donc, dès les premières heures de la transition, on retiendra justement donc, cette déclaration d'intention ou vous verrez peut-être dans la pratique, ça a été fait. Donc, la réduction du train de l'État, train de vie de l'État. Quand vous observez toutes les mesures qui ont été prises, on en a parlé souvent donc, du covoiturage, on a parlé justement donc, de comment on réduit l'énergie au niveau donc, des administrations. En définitive, est-ce que ça paye ou ça payait? Alors, lorsqu'on regarde les chiffres, ça paye. Mais est-ce important? On ne pourra pas le dire. Je vais en revenir, je vais développer tout de suite. Alors, 2015, par rapport aux prévisions de dépenses avant que les mesures d'austérité ne soient prises, la dépense publique a été réduite de à peu près 4 points de pourcentage du PIB, ce qui est important pour un pays comme le Burkina Faso. Malheureusement, lorsqu'on regarde de plus près, c'est quoi la qualité de cette réduction? C'est plus l'investissement qui a été réduit. Alors, l'investissement aussi, il faut qu'on remette ça en perspective, c'est financé à majorité par l'extérieur. Cela veut dire que ça reflète l'attentisme de certains bailleurs au niveau pour financer, de décaisser les fonds pour notre investissement. Mais cela aura un impact sur notre croissance de demain. Pour en revenir aux mesures strictement votées par notre propre administration. Alors, il était question de réduire le train de vie de l'État, de réduire les frais de mission, de faire du covoiturage, politique d'économie de l'énergie. Malheureusement, cela n'apportera pas beaucoup d'économies, même si l'effort y est, ce n'est pas ce qui va nous apporter. Donc les chiffres montrent que c'est à peu près 0,4, 0,5% du PIB. Donc il faudrait aussi, ça c'est pas très important. Donc il faudrait reconnaître l'effort qui a été fait, mais ce n'est pas ce qui va changer. Comme je l'ai mentionné dans une des émissions passées, le plus gros poste de dépense ici au Burkina, en termes d'État, ce sont les salaires. Je ne suis pas un va-t-en-guerre contre les salaires, loin de moi cette idée. Mais l'idée aussi est de revoir les priorités de l'État. Pourquoi nous dépensons autant alors que les secteurs sociaux, les secteurs de l'investissement, peut-être qu'il y a une réflexion à mener à ce niveau. Est-ce que ce n'est pas le fait que l'État subventionne beaucoup, c'est beaucoup de secteurs à la fois? Aussi également, les subventions, c'est une question. Lorsqu'on regarde, souvent les premiers postes de dépenses, ce sont les subventions.
Alors, et là aussi, on doit se poser des questions. C'est certes, il faut protéger la population, mais ne devrons-nous pas cibler mieux? Qui profite des subventions? On prend le cas des subventions sur le carburant. Toute l'essence, enfin, le prix de l'essence est totalement subventionné. Cela veut dire que c'est ceux qui ont les voitures qui en profitent. Au Burkina Faso, est-ce les plus pauvres qui profitent, qui conduisent les voitures? Je ne crois pas. Donc il faut aussi une certaine efficacité des subventions. Les subventions à garder, mais à les rendre plus efficaces. Alors, vous parlez déjà donc du carburant, parlons donc du secteur énergétique. L'on a donc cette guerre souvent entre la Sonabel et la Sonabil. On voit souvent les différentes contradictions au mois de février, au mois de mars, dès que la canicule est donc au summum. Et lorsque nous subissons justement donc ce délestage-là, l'on se rend compte effectivement qu'il y a un gros problème au niveau donc de l'administration. L'on a l'impression que l'État doit à l'État et du même coup l'économie aussi en pâtit. Tout à fait. Le problème de notre secteur énergétique, c'est vraiment fondamentalement au départ un problème financier. Il y a tellement de dettes entre les différentes entreprises, les différentes sociétés d'État que ça arrête la machine souvent. La Sonabil actuellement, à la fin de 2014, avait une dette d'environ 72 milliards. Avait une créance de 72 milliards sur la Sonabil et sur l'État, en termes de factures impayées, de subventions non payées. Alors, cela aussi plombe la Sonabil qui ne peut pas importer. Donc, la première des choses à faire, je crois, dans notre secteur d'énergie, pour résoudre, c'est assainir ce circuit de financement. Pourquoi il faudra accumuler autant de dettes pour en arriver au point qu'il y ait des problèmes de livraison de fioul? Et deuxièmement, une fois que le secteur est assaini, on pourrait penser à d'autres formes de gestion qui pourraient améliorer aussi les résultats des entreprises, telles que la Sonabel, où on peut penser à des contrats de performance. Pourquoi ne pas avoir un leadership privé aussi à un moment donné? Ce n'est pas de la privatisation, mais il faudrait penser à un peu mettre un management moderne. Donc, c'est ça notre problème énergétique. Au-delà de l'assainissement, il faudrait penser à l'investissement. Comment investir dans les infrastructures électriques pour le futur. Donc, voilà un peu les éléments. Effectivement, avec autant de malaise, je le sens, pour ce qui concerne donc le secteur énergétique, en rapport donc avec l'économie, c'est un gros problème, c'est un handicap pour notre croissance aujourd'hui. Tout à fait. Un pays comme le Burkina Faso n'a pas le luxe de ne pas avoir de l'électricité. L'électricité à la base de l'industrialisation, l'électricité à la base du fonctionnement du service tertiaire. Donc, c'est vraiment un point critique. Comme un pays enclavé comme nous le sommes, dépendant des chocs climatiques, on peut se permettre de ne pas avoir assez d'énergie. Donc, il faudrait qu'on y pense et comment trouver des solutions. Et certains ont évoqué les pistes du solaire, certains ont évoqué les pistes de l'hydraulique, certains ont évoqué les pistes de l'interconnexion avec le Ghana ou le Nigeria. Donc, il y a toutes ces pistes-là aussi qu'il faudrait voir comment on peut améliorer. En tout cas, il en a besoin d'offres énergétiques assez conséquentes pour suivre le développement. Sinon, toutes les politiques ne suivront pas. C'est la base de toute industrialisation et toute tertiarisation. On parlait justement donc de l'industrialisation. On sait que depuis les années 90, on a eu donc une faible industrialisation donc, du pays. Il y avait certainement donc un espoir, effectivement, avec donc toutes ces grandes entreprises-là. Vous avez donc la SNSOSICO, vous avez donc les grands moulins en son temps à Banfora, et puis également d'autres entreprises qui dans les pneumatiques et dans plusieurs secteurs. Mais nous avions aussi deux entreprises qui sont développées, mais immédiatement, c'était comme le fœtus étouffé. Tout à fait. Et ça dit que notre modèle économique, les perspectives sont mal pensées. Pas mal pensé, mais toujours en perpétuelle évolution. Il faut toujours éviter de jeter l'opprobre de ce qui a été fait. Il faut plus repenser comment on peut améliorer. Donc, dans notre cas de Burkina Faso, effectivement, il y a eu des grandes entreprises qui ont existé, qui ont peut-être disparu. Il y en a qui aussi qui ont survécu. Donc, il y a un problème de management, certes, mais il y a également un problème d'avantage comparatif. Je verrais plutôt sous cet angle de la théorie économique. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on n'est pas trop spécialisé dans ce qu'on sait faire le mieux. Un exemple d'avantage comparatif, c'est le coton. On a montré qu'on sait bien produire le coton et qu'on peut être le premier producteur d'Afrique subsaharienne. Et il faudrait penser à ces choses-là, comment on s'insère dans la chaîne de valeur régionale. Qu'est-ce qu'au niveau régional, on appelle sur le marché avant tout régional. Qu'est-ce qu'on a et comment on peut être complémentaire à ça? Par exemple, le cas du coton, l'industrie textile. Il y a des pays côtiers comme le Côte d'Ivoire ou le Ghana qui sont avancés dans l'industrie textile. Nous, on peut leur fournir le coton, on peut être spécialisé dans ça. Et aussi, dernier élément de réponse,
tout avantage comparatif se construit. Prenez le cas de la Corée. Aujourd'hui, c'est un des premiers pays leaders du savoir, de la technologie. Samsung, on est tous des portables comme ça ici. Alors, ils l'ont créé. Ce n'est pas né de tomber du ciel. Donc, c'est aussi une dynamique, une politique, une vision d'industrialisation à avoir. Et ça dit que cela dépend justement donc du modèle économique donc à choisir. Vous parlez donc de Singapour, l'on parle effectivement donc de ces pays asiatiques qui ont aussi leur modèle. On va jusqu'à même parler donc souvent du communisme, mais qui apporte donc une plus-value au point que ces pays arrivent donc à s'exporter de façon efficace. Est-ce que c'est ce qu'il faut pour le Burkina? On ne sait presque pas un pays à la croisée des chemins à tous les niveaux, même sur le plan économique. Oui, certes, on a la croisée de tous les chemins, mais il faudrait une vision. En toute chose, il faut une vision. Qu'est-ce que nous voulons, où nous voulons-nous être dans quelques années? Il faudrait se poser la question. Et il y a des modèles qui ont prouvé que ça peut marcher. Effectivement, le Burkina Faso, pays enclavé, très ouvert, qu'est-ce qu'on peut regarder comme modèle? Immédiatement, moi, je pense au Rwanda. Le Rwanda, aujourd'hui, est très bien vu. Comment l'ont-ils fait? Ils n'ont pas de ressources naturelles comme nous. Ils sont enclavés comme nous. Comment ont-ils pu se positionner? Par l'économie des services. On peut parler de Singapour, on peut parler des modèles asiatiques. Tout ça, c'est une politique. Donc, à mon avis, le Burkina Faso, les seules voies pas les seules voies, les voies que je propose et que je vois ici, c'est une politique de tertiarisation. Quoi qu'on dise, l'agriculture emploie plein de monde, c'est vrai, mais notre agriculture n'est pas si productive que ça. Pourrons-nous, avec les chocs climatiques, améliorer ces rendements-là? Je ne crois pas. L'industrialisation, comme on l'a montré, il y a des contraintes d'électricité, il y a des contraintes structurelles de marché. Est-ce la voie à suivre? Je ne crois pas. Par contre, les services, on peut être le carrefour de l'Afrique de l'Ouest, positionnement géographique. On a les hommes, éducation, santé. Il faut mettre en place les infrastructures. Il faudrait que quelqu'un qui est au Nigeria, qui veut aller au Sénégal, pense qu'il est bon de passer par le Burkina Faso. Et il n'y a que des externalités qu'en faisant ça. Donc moi, je verrais plus le paquet sur ces questions-là. L'infrastructure, le capital humain et le positionnement géographique. Merci, M. Tapsouba. Merci, Innocent Soulama. Pour votre participation à cette émission à nouveau. Merci également à vous téléspectateurs de nous avoir suivis pour ce temps d'antenne. Je vous retrouve très bientôt avec M. Tapsouba pour une autre émission. Au revoir. Merci.